Aujourd'hui, nous sommes à Marseille. La seconde ville française de par sa population, avec 850 000 habitants. Si traditionnellement, toute la visite commence par le Vieux-Port, nous ferons exception et nous débutons notre périple par l'extrémité sud-est de la ville. La calanque de Callelongue est la première calanque du massif de Marseille vert. Entre Marseille et Cassis, elle fait partie du 8e arrondissement de Marseille. Pourtant, ici, on n'a absolument pas l'impression de se trouver dans la seconde métropole française. Bien au contraire, on se sent réellement en pleine nature. On peut s'adonner à la plongée sous-marine, au kayak de mer, à la voile, la pêche, et c'est aussi le point de départ de nombreuses randonnées, vers les calanques de Sormiou ou Pormiou, par exemple. Depuis avril 2012, c'est aussi ici, encore en ville, que commence le parc national des Calanques, le premier parc national périurbain d'Europe. Terrestre et marin, le périmètre du cœur du parc s'étend sur 3 communes, Marseille, Cassis, La Ciotat. Il a vocation à sanctuariser définitivement ces paysages merveilleux. Il assurera la sauvegarde des multiples îles comme l'île Mer, île de Jard, île de Rioux ou encore le Grand Congloué. Ce parc a vocation à faire aussi diminuer la pression urbaine et industrielle. Repartons vers le centre-ville, il nous faudra commencer par suivre une route sinueuse qui longe les rochers et qui nous fera passer par des quartiers pittoresques comme les Goules. Des vestiges d'usines témoignent du passé industriel de la zone, et ces quartiers sur lesquels pèse aujourd'hui une forte pression foncière, sont longtemps demeurés des quartiers ouvriers. Malheureusement, les productions de plomb, de zinc ou encore d'acide tartrique ne sont pas restées sans conséquences sur les milieux, et certaines plages, magnifiques en apparence, sont altérées aux métaux lourds. En progressant encore un peu, on distinguera au fond de petites baies, des alignements de cabanons. Depuis longtemps, ces constructions, souvent de briques et de broc, occupent illégalement le domaine maritime. Aujourd'hui, les autorités tentent de rendre la côte à tous, en procédant à des expulsions et des démolitions de ces ouvrages. On arrive maintenant en ville à proprement dit. Ce sont les plages artificielles et aménagées du Prado, en bas de la célèbre avenue du même nom. En bas de l'avenue, se trouve une réplique du David de Michel-Ange qui a été sculptée par le marbrier Jules Cantini, qui l'a offert à la ville en 1903. Ce n'est qu'en 1951 qu'elle fut placée là. Nous allons maintenant remonter la corniche, dite du président John Fitzgerald Kennedy, nom donné en 1963, en hommage au président américain assassiné. Les travaux de construction avaient débuté en 1848. Sur les flancs de la colline, face à la mer, on peut observer les plus belles résidences, villas et jardins privés de la ville. Il est possible, ça et là, de monter d'étroits et abrupts escaliers pour profiter du panorama exceptionnel sur la rade. Sous la route, quelques points de passage permettent de rejoindre les rochers au bord de l'eau. Mais pour des raisons de sécurité, de plus en plus d'accès sont condamnés. Pour se baigner, le plus simple, c'est encore d'avancer de quelques mètres vers la plage du Roucas-Blanc, qui se trouve en contrebas de la corniche. Ce lieu, aussi appelé plage du Prophète, dispose de nombreuses installations de loisirs et sanitaires. Sa configuration, protégée par une digue, donne au final de plage, dos à dos. La Villa Valmer est l'une des plus belles et plus célèbres villas de la corniche Kennedy, dans le 7e arrondissement. Son parc, ouvert au public, est un véritable dépaysement. Édifiée en 1865 par l'architecte Condamin, sur commande d'un riche fabricant d'huile, la villa a des proportions et une architecture qui font davantage penser à un petit château de la Renaissance. À l'origine, elle portait le nom de Vague à la mer, qui se contracta en Valmer. Le cadre et le panorama sont ici époustouflants.
La vue sur la baie est magnifique, on y distingue aisément l'archipel des îles du Frioul. Nous allons maintenant redescendre vers la corniche, au niveau de la anse de la Fausse Monnaie. Beaucoup de légendes circulent à propos de ce nom. Mais seule certitude, le vallon portait déjà le nom de la Monnoie, à la fin du XVIIe siècle. Reste à comprendre comment cette Monnoie est devenue fausse. Avant la construction de la corniche, seul le chemin des douaniers longeait la mer en contrebas. Ces vallons, isolés du reste de la ville, étaient alors des ports de pêcheurs ou des refuges de brigands. À partir de là, une rude progression nous attend. Nous pénétrons dans le quartier d'Andoum, et devant nous, un enchevêtrement d'escaliers, d'étroites ruelles, de vallons et de rues typiques. Puis, de temps en temps, entre deux immeubles, ou la cime des arbres, notre prochaine étape apparaît furtivement avant de redisparaître. Nous sommes en juillet, il est aux alentours de midi, et avec la chaleur, la progression devient difficile dans ce paysage très vallonné. Quand soudain, au détour d'une ruelle, nous arrivons enfin, au pied de la Bonne Mer. C'est l'ascension finale qui va pouvoir commencer, pour rejoindre le point culminant de la cité. Il reste à gravir les marches très abruptes de la montée du commandant René Valentin. 149 mètres au-dessus du Vieux-Port, plus que 13 mètres du mur de soubassement d'un ancien fort pour atteindre Notre-Dame de la Garde, le site sans doute le plus emblématique de la ville. Bâti sur les bases d'un fort du XVIe siècle construit par François Ier en 1536 pour résister au siège de Charles Quint, la basilique comporte deux parties. Pour commencer, une église basse, ou crypte. Dans le hall d'entrée situé sous le clocher, se trouvent deux statues de marbre, représentant Monseigneur de Masnode et le pape Pie IX. Entièrement de style roman, la crypte se compose d'une nef voûtée en plein cintre, bordée de 6 chapelles latérales correspondant exactement à celle de l'église qui lui est supérieure. Dans ces chapelles, sont placées des plaques portant le nom des différents donateurs ayant répondu à l'appel de Monseigneur Cruys, un des fondateurs de la basilique nouvelle au XIXe siècle. Revenons dans le hall de la crypte, où se trouvent de part et d'autre de l'entrée, deux escaliers conduisant à l'église supérieure. Au-dessus, se trouve une église haute, de style romano-byzantin et richement décorée de mosaïques. Les dimensions intérieures de cette église sont assez modestes. La nef a une longueur de 32 mètres. Une statue de la Vierge en argent, de 80 kg, la Vierge de Chanuel, de 1837, domine actuellement le chœur de l'église. Dans les encorbellements, aux retombées de la coupole du transept, sont représentés les 4 évangélistes. Ici, Saint Jean est incarné par l'aigle, et Saint Matthieu par l'homme. La nef est recouverte de 3 coupoles réalisées de façon identique. Sur un semis de fleurs, sont figurées des colombes en cercle autour d'un fleuron central. La grande coupole au milieu du transept est décorée d'une mosaïque représentant 4 anges, s'élevant de la terre vers le ciel et soutenant, les bras levés, une couronne de roses qu'ils offrent à Marie. On trouve dans la basilique Notre-Dame de la Garde, de nombreux ex-voto. Une tradition toute méditerranéenne qui consiste à faire une offrande en remerciement d'une grâce obtenue. Les murs des chapelles sont couverts de plaques de marbre. La partie supérieure de ces murs est occupée par des ex-voto peints. Enfin, l'église supérieure conserve des maquettes de bateaux ou d'avions. Ces maquettes, récemment restaurées, sont traditionnellement suspendues aux voûtes de l'édifice. En 1214, un prêtre de Marseille, Pierre, décida de construire une petite chapelle sur le promontoire rocheux de la Garde. Plus tard, en 1524, suite aux assauts des troupes de Charles Quint, François Ier décida de faire construire 2 forts à Marseille, l'un dans l'île d'If et l'autre sur le haut de la colline de la Garde où se trouvait la chapelle. En 1852, le ministre de la Guerre donne son autorisation pour démolir l'ancienne petite chapelle et construire un nouveau sanctuaire.
Le projet fut confié à Jacques-Henri Esperandio. Il n'avait alors que 23 ans, et il était de confession protestante. Depuis le parvis qui ceinture la basilique, on peut bénéficier d'un incroyable point de vue, et d'un panorama à 360 degrés sur toute la ville. On peut mesurer le chemin parcouru pour arriver jusque-là, mais c'est aussi l'occasion de repérer toutes les prochaines étapes de notre visite. Et c'est reparti, pour une très longue marche, qui nous ramènera dans le 8e arrondissement, en traversant le 5e et le 6e. Après une bonne heure, avec un pas décidé, nous sommes au pied de la cité radieuse, ici familièrement nommée la Maison du Fada. Cet ensemble a été édifié entre 1945 et 1952 par Le Corbusier. L'immeuble tente de concrétiser une nouvelle forme de cité, un village vertical appelé unité d'habitation. L'imposant bâtiment de 137 mètres de long et de 18 étages, repose sur 36 piliers de 7 mètres. Chacun des 337 appartements, avec terrasse et baies vitrées, en duplex, est unique. L'ensemble abrite 2000 résidents. Ce bâtiment comprend également des bureaux, une bibliothèque et divers services commerciaux, pâtisseries, hôtels, restaurants gastronomiques, ou encore, librairies spécialisées. À l'intérieur, on ne parle pas de couloirs, mais de rues. Les appartements et les services sont distribués de part et d'autre de l'axe central. Au début de chaque rue, à chaque étage se trouvent donc les boîtes aux lettres des résidents. Il y a au dernier étage une école maternelle. C'est sans aucun doute l'école de Marseille qui offre le plus beau panorama. Il est maintenant temps d'accéder au toit terrasse. Il est libre d'accès au public, est occupé par des équipements publics, la cour de récréation de l'école maternelle, un gymnase, une piste d'athlétisme, une petite piscine pour enfants et un auditorium en plein air. Les parapets, hauts et massifs, rendent cependant l'observation des paysages difficiles. Après une recherche longue et minutieuse, nous finissons par trouver le MAC, le musée d'art contemporain de Marseille, et c'est par cette visite que nous allons terminer la première journée.
La deuxième journée débute tôt le matin. Nous allons nous concentrer sur l'hypercentre de la ville. Nous partirons de la préfecture pour remonter vers le palais Longchamp. Le bâtiment de la préfecture a été bâti sous le Second Empire. Les statues en façade représentent des Provençaux célèbres, comme le roi René ou Pierre Puget. On remarque encore très vite que Marseille est une ville très vallonnée, où l'on passe beaucoup de temps à alterner les côtes rudes et les descentes. On arrive au cours Julien, c'est le quartier général des artistes, rebelles, musiciens et des bobos marseillais. Ce quartier non officiel regorge de terrasses de café bondées dès le mois d'avril, de tacs décoratifs, de boutiques tendances, de fontaines, d'aires de jeux pour les enfants, et de rues piétonnes. Nous arrivons maintenant au majestueux palais Longchamp, malheureusement en travaux. Il fut édifié à partir de 1862 par la municipalité pour célébrer l'arrivée des eaux de la Durance dans la ville, via le canal de Marseille. En réalité, il s'agit d'un château d'eau, entouré d'un jardin et de cascades, c'est un véritable hymne à l'eau. Normalement, l'arrivée des eaux de la Durance est représentée par un char central tiré par des taureaux camarguais, et une jeune femme et ses compagnes symbolisent la Durance et la fertilité, avec le blé et la vigne. Sous sa colonnade circulaire, le palais abrite deux musées, le musée des Beaux-Arts dans son aile gauche, et le muséum d'histoire naturelle dans son aile droite. Les jardins du palais ont également accueilli jusqu'en 1987 un jardin zoologique, et abrite actuellement l'Observatoire de Marseille. Il est maintenant temps de redescendre vers le Vieux-Port, en empruntant le boulevard Longchamp. Ce dernier débouche rapidement sur une fontaine, les Danaïdes, qui dans la mythologie grecque, étaient les filles du roi Danaos. Elles furent condamnées aux enfers, à remplir sans fin, un tonneau sans fond. Cette superbe fontaine se trouve à côté de l'église Saint-Vincent de Paul. Les deux flèches de l'église s'élèvent à 70 mètres. Elle est dotée de portes en bois, ornées de panneaux en airain, et de superbes vitraux, d'Édouard Diderot. Cette église doit son nom courant à l'emplacement d'une ancienne chapelle des Augustins réformés, qui fut détruite en 1868, pour la construction du nouvel édifice. Donc, malgré son style gothique du XIIIe siècle clairement affiché, l'église est relativement récente. Nous allons maintenant descendre la célèbre Canebière, jusqu'au Vieux-Port. L'avenue tient son nom du cannabis.
En effet, Marseille était l'un des plus grands comptoirs de chanvre au monde pour la fabrication des cordages. Contre l'avenue se trouve le quartier très cosmopolite de Noailles, avec notamment son marché riche en saveurs de l'Orient. En bas de la Canebière, on passe devant la bourse. Elle abrite aujourd'hui, entre autres, le musée de la Marine. Puis, en levant le regard, on retrouve la Bonne Mère qui domine le fameux Vieux-Port. On est vraiment dans le cœur de la ville. Le port était le centre économique de Marseille jusqu'au milieu du 19e siècle, ouvert sur le commerce de la mer Méditerranée, puis les colonies françaises. Les activités portuaires de commerce furent ensuite déplacées vers d'autres sites plus au nord. Il est aujourd'hui un port de plaisance, le lieu de rassemblement populaire et l'emblème touristique de Marseille. Chaque matin, les femmes des pêcheurs vendent la pêche du jour et continuent à interpeller les promeneurs pour leur proposer les poissons pêchés dans la nuit, rougets, dorades et loups, qui sont pesés, vidés et écaillés sur place. Il est maintenant temps d'embarquer à bord d'une des navettes régulières qui se dirige vers les îles du Frioul. On profitera de la traversée pour observer les quais du Vieux-Port, on passera devant l'hôtel de ville, un bâtiment assez modeste, mais qui date du XVIIe siècle. Puis après avoir passé en revue une bonne partie du port de plaisance, on arrive au fort Saint-Jean. L'origine du fort remonte au XIIe siècle. À l'époque des croisades, le site est concédé aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui s'y installent et élèvent leur commanderie pour acheminer les troupes vers la Terre Sainte. Le fort garde un rôle strictement militaire jusqu'à la Révolution française, avant d'être transformé en prison d'État. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, pensant le lieu sûr, en font un dépôt de munitions. Mais en août 1944, les munitions explosent, détruisant une grande partie des constructions. Alors, qu'un brouillard épais de chaleur se lève, nous arrivons au château d'If. Le château d'If est une fortification française édifiée sur les ordres du roi François Ier, entre 1527 et 1529, sur un îlot de l'archipel du Frioul, au centre de la rade de Marseille. C'est une construction carrée de 3 étages, flanquée de 3 tours, percée de larges embrasures. Il a essentiellement servi de prison pendant ses 400 ans d'utilisation officielle. Rendu célèbre par le roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, il est l'un des sites les plus visités de la ville de Marseille. Il a été classé monument historique en 1926. Les premiers prisonniers du château d'If sont enfermés en novembre 1540. En dehors des cellules du rez-de-chaussée, dans lesquelles la promiscuité associée à une hygiène déplorable laisse tout prisonnier une espérance de vie de 9 mois, il était possible, moyennant finance, de louer une cellule au premier étage, appelée aussi chambre passable. Ces cellules ont généralement des fenêtres et des cheminées. Les prisonniers fortunés y étaient enfermés. Depuis le toit du château, on peut bénéficier d'un beau panorama sur la ville de Marseille. Malheureusement, pas aujourd'hui. Seule Notre-Dame de la Garde émerge de l'épais brouillard, comme si la basilique reposait sur les nuages. Le reste de l'île, dont la dimension est de seulement 3 hectares, est fortement défendu avec des hauts remparts et des plateformes à canon qui surmontent les falaises. Nous reprenons une navette, et alors que le château s'estompe peu à peu dans le brouillard, nous nous rapprochons des îles de Pomègue et de Ratonneau, qui forment l'essentiel de l'archipel du Frioul. Longtemps zone militaire, depuis 1975 le Frioul est un quartier de Marseille, administrativement rattaché au 1er et 7e arrondissement. On y trouve un port de plaisance de plus de 600 places, bordé de constructions bétonnées des années 70, avec des commerces longeant le port. Environ une centaine d'habitants vivent à l'année sur ces îles.
tour est jalonnée de jolies petites anses, aux eaux limpides. Mais nous allons commencer par rejoindre le point culminant de l'île, le fort Ratonneau, qui culmine à environ 80 mètres. Défense avancée de Marseille, les îles recevront des fortifications militaires tout au long de leur histoire. Depuis Henri IV, Louis XIV, puis Napoléon, la Troisième République, et l'occupation allemande, ont ainsi profondément remanié le paysage naturel. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient disposé ici, l'une des 4 plus grosses tourelles de défense sur la Méditerranée. Les vestiges des constructions militaires donnent un ensemble surréaliste et inédit. Les Alliés bombardèrent l'île en 1945 et les bunkers furent grandement détruits. Normalement, à partir d'ici, on a un magnifique panorama sur toute la rade de Marseille. Mais aujourd'hui, un brouillard épais est en train de se lever et tout l'horizon est obstrué. Outre la défense, cette île servira de lieu de quarantaine pour les bateaux qui venaient de pays étrangers. Au XIXe siècle, l'architecte Panchaud y édifiera un hôpital destiné à recevoir les maladies contagieuses, l'hôpital Caroline. Aujourd'hui, une partie de l'ancienne zone militaire reste inaccessible. Il s'agit de l'ancien lazaret, la zone médicale. De nombreux projets ont vu le jour pour l'utilisation de ce site, mais les projets hôteliers de luxe semblent les plus aboutis. Enfin, même si ce n'est pas le thème de l'émission, il est tentant d'aller voir un peu ce qu'il se passe dans l'eau. Les eaux sont limpides, et rien ne semble indiquer que l'on se trouve à quelques encablures de la seconde ville de France. Il est temps maintenant de rentrer. Nous vous donnons rendez-vous, rapidement, pour un prochain numéro de Très Urbain. À très vite.